Les Français doivent se mettre d'accord avec eux-mêmes. Il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions et singulièrement s'agissant de la réindustrialisation. On doit certainement mettre plus d'argent sur la R&D, sur l'innovation, sur les ruptures technologiques, plutôt que de vouloir absolument reproduire ce qui existe déjà en mieux ailleurs. Il faut se sortir de la tête que la Chine est l'usine du monde au sens un peu péjoratif du terme, c'est-à-dire avec des cohortes de couturières, je ne sais quoi. Non, la Chine a une avance technologique maintenant qui nous impose encore plus d'être très, très pertinent et d'être très pointu dans les arbitrages, dans les choix qu'on fera en matière de réindustrialisation. Il faut des ruptures. L'histoire s'accélère. Donc ce qui était pénalisant à une époque peut devenir fatal aujourd'hui. Il faut qu'on soit beaucoup plus réactif. L'intelligence artificielle, ça n'est pas l'apanage en quelque sorte que des grands géants du digital et qu'en réalité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, il y a des sujets d'implémentation d'intelligence artificielle qui sont extrêmement positifs et dont il faut s'emparer. L'assurance chômage, c'est 1,5% du PIB. La santé, ça augmente très vite, on l'a suffisamment dit, c'est 12%, et les retraites, c'est 14%. Donc allouons nos efforts et nos travaux aux principaux enjeux, les retraites, la santé. Il faut beaucoup plus faire confiance aux acteurs privés qui ont une capacité d'innovation qui est mal prise en compte. C'est consubstantiel par beaucoup de politiques et en tout cas par les administrations. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. L'administration, j'allais dire, est dressée pour reproduire des modèles de manière assez conformiste. Laissons la bride sur le cou aux acteurs privés en les engageant sur des objectifs impératifs, mais une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Le gap qui se creuse entre les États-Unis et l'Europe en matière de productivité tient en bonne part au fait que, effectivement, les entreprises américaines, les États-Unis plus généralement, implémentent beaucoup plus vite le digital et l'intelligence artificielle. Donc c'est un enjeu assez existentiel. Moi, ma conviction, c'est que ça va avoir des effets de bord massifs, que ça va détruire donc massivement des emplois, mais qu'en contrepartie, y compris d'ailleurs pour le déploiement, la conception et le déploiement de l'intelligence artificielle, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois à créer. Donc il faut avoir des formations et une volumétrie de formation en conséquence. Il y a d'évidence des gains de productivité colossaux à accomplir dans la sphère publique d'une manière générale. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est pas qu'un slogan, de l'emploi des jeunes une grande cause nationale. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le premier épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir un dirigeant que je connais bien depuis longtemps et il le sait que j'apprécie beaucoup. C'est Patrick Martin, le président du MEDEF. Patrick, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu positivement à la sollicitation de SIA d'être l'invité de la rentrée du podcast pour l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs de France 2025 qui se tient pour la première fois, et ça me tient particulièrement à cœur, dans l'enceinte mythique de Roland-Garros. Alors tout d'abord, est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien. D'abord, je m'impose d'aller bien, quelles que soient les circonstances. Non, moi, je crois que c'est un état d'esprit. C'est important, tout à fait. Non, parce que si on s'écoute et surtout si on écoute le discours ambiant,
tout porte à la déprime, c'est pas dans ma nature et je pense que ça ne mène à rien. Donc, je te confirme, je vais bien. Au cours de ce podcast, on va aborder 4 thèmes: la réindustrialisation et les secteurs d'activité d'avenir, la décarbonation et l'IA, les réformes structurelles et le modèle social, et les talents. Et tout ça avant de conclure par le traditionnel portrait chinois revisité. On va attaquer directement car tout le monde te connaît, il n'y a pas besoin de te présenter. Ma première question, Patrick, est relativement générale et vise à lancer le débat. Quelle est, pour toi, très sommairement, la définition de l'hyper-transformation des entreprises et de la France? C'est quoi, pour toi, les enjeux de transformation des entreprises françaises quand on se projette à 10 ans? D'abord, ce sont des enjeux auxquels on ne peut pas se dérober parce qu'il y a une nécessité de profonde transformation. J'aime bien ce terme d'hyper-transformation. Tous nos concitoyens n'en sont pas suffisamment conscients, notamment parce qu'ils sont pas suffisamment ouverts sur le monde, où il se passe des choses formidables. Et puis, je pense qu'on en a les capacités de cette hyper transformation. Donc, raison supplémentaire de s'en emparer, de prioriser finalement un certain nombre d'enjeux, parce qu'on peut pas, faute de temps, faute de moyens, faute d'intelligence, parfois on n'a pas la capacité à traiter tous ces sujets-là. Donc, il faut, si possible, collectivement qu'on s'accorde sur un diagnostic et ensuite sur des priorités. Je pense que le MEDEF dans cette affaire, les entreprises plus généralement, ont un rôle positif et constructif à jouer. On va attaquer avec le premier thème qui est celui de la réindustrialisation et des secteurs d'avenir. Depuis le Covid, les politiques français, européens et même américains n'ont que le mot réindustrialisation à la bouche, terme politiquement correct pour parler de souveraineté industrielle et de relocalisation des chaînes de production. Dont acte, mais on voit bien que le process a bien du mal à prendre, notamment en France. Je pense notamment au nombre des fermetures d'usines qui est reparti à la hausse depuis un an. Quel est ton regard sur le sujet? Dans quel secteur et quelles industries doit-on investir aujourd'hui pour construire cette France de demain et avoir les moyens de notre souveraineté? Et plus largement, quel récit national on doit proposer, raconter aux Français pour redonner un avenir à une industrie qui ne pèse plus que 10 à 11% du PIB aujourd'hui? Ouais, si tu permets, Marc, de compléter, c'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat, hein, parce que l'industrie, directement et indirectement, on le sait, est pourvoyeuse de rémunération plus importante que dans beaucoup d'autres secteurs. Et je ne te surprendrai pas en disant ça, tu connais ma sensibilité et mon parcours, c'est aussi un enjeu de résorption des fractures territoriales qui font partie des menaces. On en a malheureusement à travers des faits divers l'illustration quasi quotidienne dorénavant. C'est une des menaces qui pèsent sur notre pays et on doit savoir résorber. Premier point. Deuxième point, moi je me réjouis qu'il y ait une prise de conscience collective autour de ces impératifs en définitive de réindustrialisation. Après, il y a loin de la coupe aux lèvres. Je veux dire par là que les mêmes qui dorénavant, et je pense de bonne foi, adhèrent ou épousent cette thèse de la réindustrialisation, quand il faut passer à l'acte, sont beaucoup moins allants. Je pense à des élus locaux, mais je pense aux populations aussi. Derrière tout ça, je veux dire que on doit se mettre, comme sur beaucoup de sujets, les Français doivent se mettre d'accord avec eux-mêmes. Il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions, et singulièrement s'agissant de la réindustrialisation. Et mon troisième point, et je pense que ça doit contribuer à ce qu'on avance sur les deux premiers, c'est qu'on ne se trompe pas en parlant de réindustrialisation, parce que dans beaucoup d'esprits, la réindustrialisation, c'est revenir finalement à ce qui a pu exister, enfin qui existe encore en bonne part, et tant mieux, mais qui a existé à plus grande échelle il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est un défi collectif majeur, il faut qu'on identifie en termes de prospérité, en termes de perspectives de croissance, en termes de souveraineté, en termes d'objectifs sociétaux et environnementaux, les filières sur lesquelles on doit investir. On n'a pas les moyens de saupoudrer et on ne doit pas être à la remorque d'autres pays, en particulier. Je pense à la Chine singulièrement. On parle évidemment beaucoup des États-Unis, mais on le voit avec la Chine, avec notamment l'industrie automobile. Bien sûr, très en avance sur les batteries électriques. Et c'est vrai, quasiment dans tous les compartiments du jeu. Mais il faut se sortir de la tête que la Chine est l'usine du monde au sens un peu péjoratif du terme, c'est-à-dire avec des cohortes de couturières ou je ne sais quoi. Non, la Chine a une avance technologique maintenant qui nous impose encore plus d'être très, très pertinent et d'être très pointu dans les arbitrages, dans les choix qu'on fera en matière de réindustrialisation. Il faut des ruptures.
Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, on le dit pour la Chine. Pendant très longtemps, on ne le disait pas. Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPIFrance, l'a dit au micro du podcast en disant on a loupé le coche par rapport à la Chine. On n'a pas vu l'avance technologique que prenait la Chine sur un certain nombre de secteurs ou de domaines. Et aujourd'hui, on est à la ramasse et on ne les rattrapera pas. Alors justement, tu dis il ne faut pas se tromper d'industrie, il ne faut pas se tromper de secteurs dans lesquels investir. Est-ce à dire qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont condamnés en France et dont on doit accompagner, je dirais, la lente mort ou la lente agonie, parce qu'il faut être réaliste. Tu l'as dit toi-même, on n'a pas les moyens de tout financer. Je pense à l'automobile, je pense à la banque de réseau, je pense au raffinage, je pense même à l'industrie manufacturière classique. Est-ce que ces industries-là sont condamnées ? Je crois qu'on doit avoir deux grilles de lecture. La première, en termes de compétitivité, peut-on, dans la course et si possible, prendre de l'avance en termes de compétitivité par rapport à nos grands concurrents mondiaux, y compris européens d'ailleurs. Et la deuxième entrée, c'est la souveraineté. J'illustre mon propos. Dans l'imaginaire collectif, la chimie, la sidérurgie, ce sont de vieilles industries. Enfin, ce sont des industries totalement transverses. Je veux dire, même dans le digital... C'est devenu très numérique. D'abord, c'est devenu très numérique, mais quand tu vas chez OVH, ben, il y a des racks métalliques. Et si demain, on ne produit plus d'acier, c'est vrai a fortiori pour l'armement, on parlera pour ne rien dire. Et c'est encore plus vrai pour la chimie. Donc, il faut intégrer cette dimension de souveraineté. C'est vrai dans le médicament aussi. Donc voilà. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut maintenir ce type d'industrie, notamment en France ou dans une zone géographique, pour avoir les moyens de son indépendance, pour pouvoir développer d'autres industries à plus forte valeur ajoutée. Et encore faut-il qu'on soit compétitif, y compris dans ces industries dites souveraines. Après, moi, je m'inquiète un peu qu'on veuille dupliquer en France un certain nombre de productions qui existent déjà à grande échelle et souvent avec une avance technologique dans d'autres pays du monde. On parle beaucoup de la Chine, mais c'est vrai de la Corée. Ça peut être vrai des États-Unis dans certaines matières. Tu penses à quel type d'activité ? Je pense aux photovoltaïques, aux énergies renouvelables d'une manière générale. Moi, je suis pour les énergies renouvelables. À vrai dire, je suis pour la neutralité technologique en matière d'énergie, comme en toute chose. Mais on est très tributaire de fournisseurs chinois, qui à la fois parce qu'ils ont des économies d'échelle liées au volume qu'ils produisent, parce qu'ils ont pris de l'avance sur le plan technologique, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir des stratégies de saturation d'un certain nombre de marchés et donc d'élimination de la concurrence dans des pays tels que la France. Faut pas essayer de refaire ce qu'ils font déjà très bien. On va s'épuiser à ça. Et donc, je pense que voilà, sur le photovoltaïque, sur les batteries, il faut peut-être... C'est mort, c'est fini. Non, c'est pas exactement mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit certainement mettre plus d'argent sur la R&D, sur l'innovation, sur les ruptures technologiques, plutôt que de vouloir absolument reproduire ce qui existe déjà en mieux ailleurs. Alors, quel secteur d'avenir privilégier aujourd'hui ? Dans quoi doit-on mettre l'investissement public et privé pour bâtir cette France industrielle de dans 10 ans. Moi, je pense, on parle de l'informatique quantique, on parle de la MED, de l'aide ou de la food tech, de l'énergie évidemment décarbonée, de la cybersécurité, du BTP bas carbone. C'est quoi ces industries de demain ? J'ajoute la santé. Bon, parce que c'est un enjeu planétaire, mais pour nous aussi, donc par voie de conséquence, lié notamment au vieillissement de la population, et puis il y a l'émergence de nouvelles pathologies, et c'est un secteur qui est très pourvoyeur de richesses, d'emplois, au-delà du fait que c'est donc un enjeu sociétal. Notamment parce qu'on a un acquis, une crédibilité. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on accélère beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et tu l'as évoqué sur le quantique. Et on a reçu au MEDEF, il y a maintenant 2 mois, Alain Aspect, qui entre-temps en plus est rentré à l'Académie française, qui est un homme extraordinaire. Enfin, c'est prix Nobel de physique quand même. Il est français. Je dirais, il est français, il est pas franchouillard, encore que il est excellent dans sa recette de l'omelette au cèpe, je tiens à le préciser. Mais ça va bien au-delà. Et donc, on a ces talents, on a ces pépites, on a un foisonnement de start-up qui est quasiment unique au monde. On a pas dans des quantités suffisantes, mais des ingénieurs de très haut niveau, qui d'ailleurs s'arrachent à travers le monde, et singulièrement aux États-Unis, mais progressivement en Chine. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit donc sur la santé, sur le digital, le quantique, et puis il faut que, pardon de me répéter, y compris dans des filières qui passent pour être plus traditionnelles, grâce à des technologies de rupture, mais également grâce à de nouveaux process de fabrication, je pense à l'automobile par exemple, eh bien qu'on reprenne des couleurs. C'est quoi la bonne échelle pour toi pour réindustrialiser un pays ? Est-ce que c'est la maille du pays ?
la France en l'occurrence, ou la maille européenne? On l'a vu post-Covid, quand tous les États ont voulu relocaliser la production de médicaments ou de masques, c'est parti un peu n'importe comment, ça a été l'anarchie, et au final, tout le monde y est allé de son usine de production. C'est quoi la bonne maille? C'est l'Europe. Je suis catégorique, c'est l'Europe. Alors avec des petites nuances, par exemple sur l'énergie ou les industries d'armement, enfin l'énergie singulièrement le nucléaire, mais et encore. Pourquoi? Parce que il y a un tel niveau de jeu qui engage en termes de ressources financières, mais également intellectuelles, et puis en termes de marché. Il faut se mettre à l'échelle. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en termes de coopération européenne, autant que possible sous leadership français. Nous, on est à 200% alignés avec le rapport Draghi. D'ailleurs, on a contribué au rapport Draghi. Alors, sa mise en œuvre tarde un petit peu. Mais voilà, donc moi, je suis tout à fait catégorique. C'est l'Europe. Alors, éventuellement, au cas par cas, une Europe à géométrie variable, parce qu'on connaît la... Plusieurs vitesses, comme on dit. Ouais, plusieurs vitesses. Tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et puis, institutionnellement, le fonctionnement de l'Europe est très lourd et crée beaucoup d'inertie. Je reviens au rapport Draghi, c'en est l'illustration flagrante. Il y a un consensus sur la pertinence de ce rapport et il y a une inertie en regard pour la mise en œuvre de ce rapport qui est assez désespérante. Comme il y avait d'ailleurs à l'échelle nationale une convergence de vues il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur le rapport qui avait été fait par Louis Gallois sur la compétitivité en France, il avait fallu 2 ou 3 ans pour que les politiques français comprennent ce qu'il fallait faire et qu'on en bascule véritablement sur une politique de l'offre. Or, l'histoire s'accélère. Donc, ce qui était pénalisant à une époque peut devenir fatal aujourd'hui. Il faut qu'on soit beaucoup plus réactif. Justement, dernière question sur cette réindustrialisation. Tu ne cesses de le dire, l'investissement productif baisse aujourd'hui en France, alors qu'il augmente aux États-Unis et en Chine. Ce qui crée un effet ciseau, qui est quand même dommageable pour l'industrie française. Combien de temps c'est tenable, cet effet ciseau? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour inverser durablement cette tendance et faire que l'investissement productif reparte en France? En fait, on est en Europe, mais c'est encore plus vrai en France. En face d'une situation paradoxale. Tout le monde n'a pas ça en tête, mais il y a beaucoup d'épargne en France et en Europe. Qui va beaucoup aux États-Unis d'ailleurs. Et qui va pour beaucoup aux États-Unis. Alors peut-être un peu moins ces derniers temps, parce qu'il y a tellement d'aléas dans les politiques publiques américaines que c'est un peu anxiogène. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'il y a une fuite de capitaux qui est très préjudiciable. Pourquoi cet argent va-t-il aux États-Unis ? Notamment aux États-Unis. Il va aux États-Unis parce qu'il y a un cadre fiscal et économique qui assure une meilleure sécurité et de meilleure rentabilité, sous réserve de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les errements en quelque sorte du président Trump. Donc il suffit pas de prendre acte qu'on a cette épargne, il suffit pas, et on n'en est pas encore là, de mieux organiser la collecte et le fléchage de cette épargne. Il faut en face, et j'insiste, c'est particulièrement vrai en France, il faut que les investisseurs trouvent des rentabilités. Donc ça peut passer pour très classique, presque banal dans la bouche d'un président du MEDEF, mais on a un énorme effort supplémentaire à accomplir pour que les rentabilités de ces investissements sur le territoire national, sur le territoire européen, soient de même niveau, voire idéalement supérieurs à ce qu'ils trouvent aux États-Unis. Et qu'est-ce qui fait qu'elles ne le sont pas aujourd'hui? Parce que le diagnostic, comme tu l'as dit, il est partagé, il est connu depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une rentabilité équivalente à celle des États-Unis aujourd'hui? Alors je pense que ça peut troubler que je dise ça, mais je le dis quand même. On a un modèle européen auquel on est très attaché. On a des objectifs environnementaux, sociétaux qui peuvent justifier que, au cas par cas, on ait des rentabilités moindres, en tout cas moins rapides. Mais à côté de ça, on a un problème fondamental, alors caricaturalement en France, de modèle productif. Alors il y a pardon d'être un peu long, mais il y a 2 sujets dans le sujet. Déjà, il faudrait qu'on s'accorde sur les Français sur le modèle productif que l'on veut. Pour caricaturer un petit peu le débat, veut-on de la croissance ou de la décroissance? Nous, on est pour la croissance. On est clairement pour la croissance. Parce majoritairement, les Français sont pour la croissance. Oui, enfin, c'est inavoué, c'est inconscient, et on a des exemples d'actualité qui démontrent qu'il n'y a pas un consensus sur ces sujets-là. Il y a même des forces d'empêchement qui sont très militantes, très virulentes. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un choix démocratique très clair. Moi, je m'emploie, je vais finir par aboutir, à engager avec les organisations syndicales un débat. Veut-on de la croissance? Veut-on de la décroissance? Et à ce moment-là, il faut en tirer
toutes les conséquences. Et puis il y a une deuxième dimension qui est archi connue, et on sait qu'on a encore des marges de progression, il faut être positif, des marges de progression considérables. Ce sont les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, notamment au titre des charges sociales. Sophie Binet me reprendrait en disant ce sont des cotisations sociales. Pas que Sophie Binet d'ailleurs. Donc j'endosse le terme de cotisation, et ça pose le double problème évidemment du niveau de notre protection sociale et du financement de notre protection sociale. Mais moi je trouve que sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Mais tu vois, c'est comme la thèse de la réindustrialisation. Il y a des sujets qui étaient totalement tabous ou ignorés il y a quelques mois, quelques années encore, et qui viennent dans le débat. Je trouve que c'est déjà une grande avancée. La réindustrialisation, le financement du modèle social. Je suis optimiste. Je voudrais qu'on fasse un focus maintenant sur la décarbonation de l'économie. Il y a 3 ans, le MEDEF avait chiffré à 80 milliards d'euros par an l'effort supplémentaire à faire pour tenir nos engagements en matière de décarbonation de l'économie. Est-ce qu'on est toujours aujourd'hui, 3 ans après, sur cette tendance-là ? Non. Alors, s'agissant des entreprises, c'était 40 milliards par an. Pour bien fixer les choses, ça signifierait que sur la globalité des sociétés non financières, l'essentiel de nos entreprises, il faudrait que l'investissement global progresse de 10 à 12% par an. On est sur un trend, sur une tendance actuellement de baisse globale de l'investissement de 2,5 points. Bon, donc on n'est vraiment pas dans la cadence. A-t-on les moyens de revenir dans la cadence ? Je crains que non, en tout cas à court terme, et ça renvoie donc à cette impérieuse nécessité d'améliorer, je le dis, la profitabilité des entreprises, parce que sinon on se berce d'illusions. Et le jour venu, quand on ira à la cible, même des acteurs économiques de très bonne foi seront obligés de constater qu'on n'y est pas. Les dernières décisions de l'Union européenne de ce point de vue sont très déconcertantes. Le 90% de neutralité carbone en 2040, c'est à vrai dire inatteignable. Donc c'est pas l'objectif. Il faut les revoir, ces objectifs. Bien sûr. Donc si tu veux, c'est pas la finalité qui est en cause, comme sur beaucoup d'autres dispositifs, le zéro artificialisation. L'objectif est noble, louable. Ce sont les modalités et les calendriers. Et je reviens sur ce point, s'agissant des modalités, il faut beaucoup plus faire confiance aux acteurs privés qui ont une capacité d'innovation qui est mal prise en compte. C'est consubstantiel par beaucoup de politiques, et en tout cas par les administrations. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. L'administration, j'allais dire, est dressée pour reproduire des modèles de manière assez conformiste. Laissons la bride sur le cou aux acteurs privés en les engageant sur des objectifs impératifs, mais une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Ouais, ça relève notamment sur l'électrification des voitures, où on vous dit les voitures, il faut arrêter de produire et donc de vendre des voitures non électriques, essence, à partir de 2035. Et on voit le résultat. Tu parlais de la... Et pardon, il y a un sujet d'acceptabilité sociale aussi. Et d'accompagnement de cette acceptabilité sociale. Tu parlais tout à l'heure de la profitabilité des entreprises. Où en est le taux de marge des entreprises aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours inférieur à celui de la moyenne européenne, et notamment de notre principal concurrent et partenaire, qui est celui de l'Allemagne ? Oui, alors il est aux alentours de 31,5%. On a connu pire dans le passé. Alors, on a connu mieux aussi. Mais on a connu mieux. Et de toute façon, c'est inférieur, ça reste inférieur de l'ordre de 5 à 6 points à ce qu'ont les entreprises allemandes. Et après, on rentre dans des cercles vicieux ou vertueux. La bonne situation des finances publiques allemandes, elle tient aussi au fait qu'il y a une base économique qui est plus robuste. Et qui leur permet une relance que nous, on a du mal à faire. Bien sûr. Si on s'arrête 2 secondes sur l'IA, qui est la grande transformation aujourd'hui, qui bouscule les entreprises dans le monde entier. La première question sur le sujet, elle a été générée par ChatGPT, qui est notre outil d'intelligence artificielle générative que j'avais préalablement renseigné sur le sujet, et elle t'est posée par Audrey, qui est, je précise, une voix artificielle. On l'écoute et tu réponds après. Bonjour Monsieur Martin. Lors de la présentation mi-juillet de ces 2 plans pour stopper la dette et relancer la production, le Premier ministre n'a pas beaucoup mis en avant l'innovation ou la digitalisation, alors que ce sont des moyens efficaces pour gagner en productivité et réaliser des économies. Il n'a même pas prononcé le mot d'intelligence artificielle. Comment voyez-vous justement le rôle de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la productivité des entreprises françaises à moyen terme, et comment jugez-vous leur maturité sur le sujet par rapport à leurs concurrentes étrangères ? Alors, cher Audrey, d'une manière générale, le Premier ministre a été assez discret sur l'investissement.
à part l'annonce d'un fonds d'investissement de 900 millions d'euros, c'est une bonne chose. Il faut qu'on investisse beaucoup plus, on vient d'en parler. Mais s'agissant spécifiquement de l'innovation et de l'intelligence artificielle, il a été carrément mutique. Alors c'est peut-être son référentiel culturel, bon, je ne juge pas. Mais c'est évident qu'il faut qu'on s'empare beaucoup plus résolument de ce sujet de l'intelligence artificielle. Le MEDEF y contribue, on a organisé un tour de France de l'intelligence artificielle. Dans quel but? Et d'autres le font, autant et mieux. Hein. Dans quel but? Eh bien, d'ouvrir les yeux d'un certain nombre de nos 240 000 adhérents, entreprises adhérentes, aux opportunités extraordinaires que ça crée, mais à contrario, aux menaces existentielles que ça peut créer pour ceux qui ne s'empareront pas de ce sujet. Mais au-delà de ça, de bien leur signifier que l'intelligence artificielle, ça n'est pas l'apanage en quelque sorte que des grands géants du digital, et qu'en réalité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, il y a des sujets d'implémentation d'intelligence artificielle qui sont extrêmement positifs et dont il faut s'emparer. Après, il y a des effets de bord auxquels il faut être attentif, notamment en termes de qualification, en termes d'emploi. Mais pardon de citer mon propre cas, surtout pas pour me J'allais te poser la question. Ouais. Moi qui suis à la tête d'une entreprise bientôt bicentenaire, dans un secteur d'activité qui peut passer pour assez traditionnel, je suis absolument convaincu que notre avenir passe par l'intelligence artificielle. Et donc sur des applications qui peuvent relever de la supply chain, qui peuvent relever du pricing, enfin que des anglicismes, en matière de ressources humaines également. Et donc, moi je trouve ça très excitant. Alors malheureusement, la France, les entreprises françaises sont assez en retardataires en matière d'intelligence artificielle. Raison de plus pour qu'on fasse de la sensibilisation et puis qu'on interconnecte en définitive les sachants. Alors quand je dis les sachants, c'est pas forcément les professionnels du digital, c'est aussi dans toutes sortes de secteurs d'activité des entreprises qui sont passées à l'acte et qui démystifient en quelque sorte le sujet. Il y a urgence. En décembre dernier, lors des entretiens de Royaumont, Eric Schmidt, qui est cofondateur et ex-PDG de Google, disait qu'on avait perdu la partie sur l'IA à cause de l'IA, qui disait « You're losing the game ». C'est ce qu'il avait clamé sur scène. Sous-entendu, vous régulez avant d'innover, alors qu'il faut faire le contraire. Je pourrais prendre aussi l'exemple de la CSRD, où on fixe des normes, on fixe des réglementations qui freinent la compétitivité des entreprises européennes et françaises par rapport à leurs homologues étrangères. Comment tu te situes sur ce débat, toi, entre régulation et innovation? Et sur l'IA, est-ce qu'il faut un moratoire à l'IA Act? Je pense qu'il faut un moratoire à l'IA Act, parce qu'on peut pas, en tout cas c'est ma conviction, on peut pas dire on s'en sortira par l'innovation et puis se lier les pieds et les poings. Alors je mesure bien les périls qui peuvent résulter d'une libéralisation outrancière de ces marchés, puisqu'à nouveau les données c'est le pétrole du 21e siècle, et ceux qui détiendront la donnée, qui sauront l'exploiter, la traiter, seront les maîtres du monde à un moment donné. Donc il faut être un peu attentif à ça, notamment quand on parle de secteur, la santé, la défense, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'avance technologique et financière des États-Unis, mais également de la Chine, tu en as parlé tout à l'heure, en matière d'IA, est-ce qu'on a encore les moyens de créer des géants de l'IA? Tu parlais de l'offre, qu'on a une offre qui est bonne, mais j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler de cette velléité que soulevait Bruno Le Maire il y a quelques mois ou quelques années en disant il faut créer un géant européen de l'IA. J'ai commencé par là en disant que je m'imposais d'être optimiste. Alors bon, j'ai un peu me tiré une balle dans le pied. Je crains qu'effectivement on soit dépassé. Après, moi, je suis pas suffisamment affûté sur ces matières-là pour affirmer qu'il y aura pas dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent une innovation européenne, si possible française, déterminante. Parce que si je me trompe pas, c'est un éternel recommencement, la technologie. Le vrai sujet, c'est qu'il faut faire émerger des talents, les fidéliser pour qu'ils restent sur le territoire, en tout cas qui travaillent pour des entreprises européennes, et puis en regard, aller beaucoup plus loin dans le fléchage, la collecte et le fléchage de financement pour qu'on passe à l'échelle dans un cadre non pas protectionniste, mais quand même européen et national, pour qu'on passe à l'échelle quand réellement ces innovations sont déterminantes et structurantes. Tu disais tout à l'heure que c'était tant une chance et une opportunité qu'une contrainte pour les entreprises françaises que d'adopter l'IA. Mais si on regarde un peu les entreprises aux États-Unis, qui sont toujours en avance de phase par rapport aux entreprises françaises ou européennes, on voit plusieurs phénomènes poindre avec l'IA, comme par exemple le développement d'entreprises sans salariés, mais avec des agents IA, là où avant il y avait des salariés humains. Bon,
une forte réduction des effectifs de col blanc. Par exemple, on a mesuré que sur les 3 dernières années, il y avait eu 6% de baisse du nombre de managers dans les entreprises à cause ou grâce à l'IA. Je pense aussi à l'absence de nouvelles, de débouchés pour les jeunes diplômés. On se rend compte aux États-Unis que pour la première fois de l'histoire, le taux de chômage des jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles est supérieur à la moyenne nationale qui est déjà au plein emploi. Donc si on prend tout ça socialement, est-ce que toi, aujourd'hui, quelle est ta conception d'une IA? C'est une IA qui augmente les salariés ou qui se remplace et se substitue aux salariés? C'est quoi l'IA de demain, socialement, dans les entreprises françaises? Je voudrais juste commencer en rappelant, tu l'as pas dit, mais tu le sais autant et mieux que moi, que le gap qui se creuse entre les États-Unis et l'Europe en matière de productivité tient en bonne part au fait que, effectivement, les entreprises américaines, les États-Unis plus généralement, implémentent beaucoup plus vite le digital et l'intelligence artificielle. Donc c'est un enjeu assez existentiel. Et je ferai le point aussi parce qu'elles ont moins de réglementation, donc elles sont moins freinées dans leur capacité de développement. Absolument. Bon, alors il y a des études dans tous les sens qui chiffrent par centaines de millions d'emplois. Mais toi, ta conviction? Moi, ma conviction, c'est que ça va avoir des effets de bord massifs, que ça va détruire donc massivement des emplois, mais qu'en contrepartie, y compris d'ailleurs pour le déploiement, la conception et le déploiement de l'intelligence artificielle, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois à créer. Donc il faut avoir des formations et une volumétrie de formation en conséquence. Nous, on a chiffré qu'il fallait au moins 100 000 personnes de plus qui maîtrisent à un niveau ou un autre l'IA. Donc ça peut venir compenser en quelque sorte des destructions d'emplois. Et puis par ailleurs, moi je me méfie beaucoup des effets de mode. Pardon de risquer ce parallèle, mais c'est comme le télétravail. Il y a encore quelques semaines, le télétravail, c'était l'alpha et l'oméga de l'organisation des entreprises et de la société, à vrai dire, ad vitam aeternam. Bon, on voit bien qu'il y a des effets pervers et qu'il y a une forme de retour sur le télétravail, y compris d'ailleurs à la demande de salariés dans certains cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différents phénomènes à la démographie, au vieillissement de la population. Il y a des métiers émergents qui devront créer des millions d'emplois dans les années qui viennent. On pense notamment au service à la personne. Oui. Et quand je parle de démographie, c'est pas tout à fait innocent. On sait très bien que le sujet de l'immigration économique est très clivant. Eh bien, on a, à travers les gains de productivité générés par l'intelligence artificielle, un élément de réponse à cette menace démographique que l'on a sur la population active. Donc moi, je suis plutôt positif. Ça suppose quand même qu'on soit beaucoup plus visionnaire, beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé pour identifier et prévenir ces effets massifs sur l'emploi liés à l'intelligence artificielle. Ça demande de l'anticipation. Ouais, et on n'y est pas encore. Passons maintenant justement aux réformes structurelles et au modèle social français, si tu veux bien. Alors, François Bayrou a présenté mi-juillet un plan d'urgence à l'effort partagé qui vise à économiser quelques 44 milliards d'euros dans les budgets 2026 de l'État et de la sécurité sociale. Mais ce plan, si audacieux soit-il, ne comporte aucune vraie réforme structurelle. Et si tant est qu'il échappe à la censure en septembre, il faudra recommencer en 2026, en 2027, en 2028 pour rester dans la trajectoire d'un retour à un déficit public de 2,8% en 2029. Patrick, quelle réforme structurelle pour baisser la dépense publique et faire travailler plus les Français préconises-tu à moyen terme? Et je ne parle pas de bouger tel ou tel curseur, tel ou tel paramètre, comme on a l'habitude de faire. Non, je parle de changement de politique publique pérenne et massif. Alors, là aussi, selon ma mauvaise habitude, je complète ce que tu as dit. C'est pas 44 millions de réduction de dépenses. Il y a 44 milliards. Ouais. 44 milliards, pardon. Il y a 2 tiers de freinage de la dépense et il y a 1 tiers d'augmentation de la fiscalité, enfin des prélèvements obligatoires, plus généralement. Et quand je dis freinage de la dépense, elle va pas baisser la dépense. Elle va continuer à augmenter moins vite. Si les prévisions sont tenues et si l'État retrouve la main en quelque sorte sur la gestion des finances publiques, ce qu'on a vu ces derniers mois est quand même pas très encourageant de ce point de vue. Mais effectivement, ça se comprend dans le contexte politique du moment et puis compte tenu de la criticité de nos finances publiques, donc de l'urgence à prendre des mesures, il y a pas de mesures réellement structurelles. Bon, nous qu'est-ce qu'on préconise? On préconise parce que c'est d'abord 33% du PIB et c'est là que les dérives sont les plus importantes, de remettre en cause un certain nombre de régimes de protection sociale. Alors pour commencer, en éliminant des abus. Voilà. Je parle même pas de fraude, je parle d'abus. Il y a quand même des chiffres maintenant édifiants, notamment de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie. Tu penses notamment aux arrêts de travail? Oui.
Oui. Et, Ou aux ALD. Aux ALD. Enfin, c'est quand même stupéfiant. Alors nous, on s'en doutait, mais maintenant, c'est avéré. Donc voilà, sans foutre en l'air, évidemment, le modèle social, il y a des économies substantielles liées à un meilleur contrôle de la dépense. Il y a un deuxième élément, mais qui rejoint finalement le thème précédent, c'est qu'il y a d'évidence des gains de productivité colossaux à accomplir dans la sphère publique d'une manière générale. Alors, par simplification déjà des organisations, on a un empilage de structures dingues qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont redondantes, y compris avec des organisations européennes. Si tu prends l'autorité d'autorisation des médicaments, elle refait le boulot qui est déjà fait au niveau l'agence européenne. Donc c'est l'agence, oui, je disais l'autorité. Et puis dans quand on benchmark en définitive à l'organisation des différents systèmes publics à travers l'Europe, je parle pas de la Corée, encore moins de la Corée du Nord d'ailleurs, qui est probablement pas un bon exemple. On voit bien qu'on a des sureffectifs flagrants dans ce que j'appelle l'administration de l'administration. Si je me trompe pas, par exemple dans le système de santé, on a 8% d'effectifs en plus qu'en Allemagne liés à cette administration de l'administration. Alors c'est des gens bien, bon, à part qu'un administratif, pour justifier son emploi, il te crée de la complexité, il te crée de la norme, il te crée de la paperasse. Voilà, donc sans psychodrame, mais quand même de manière très déterminée, il y a, de mon point de vue, quelques centaines de milliers d'emplois à économiser dans la sphère publique. C'est particulièrement vrai dans les collectivités locales. Et si on pardon, je cite juste cet exemple. Oui. On a dorénavant dans les intercommunalités 375 000 agents. Est-ce que les effectifs des communes qui sont intégrées dans ces intercommunalités ont baissé? Non, ils ont augmenté. Il y a quand même un enjeu de productivité et de toute façon, on n'a plus les moyens de financer tout ça. Donc, autant le faire à froid et si possible, en bonne intelligence. Ça, c'est en termes d'organisation. Et si on prend en termes d'intervention et de choix de politique publique, tu cites souvent le cas de l'université ou le cas de l'orientation au collège, défaillante. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'il faut, quelle politique publique il faut mettre en place? Tu parles aussi souvent de la question de la fiscalité, on en a parlé un petit peu avant, tu as même parlé de faire reset sur cette fiscalité et même de refonte fondamentale. C'est quoi les pistes que le MEDEF aujourd'hui pousse pour justement, non pas renverser la table, pas faire table rase, mais pour changer de modèle? Alors là aussi, à titre d'illustration, le rapport sénatorial sur les aides aux entreprises, il a au moins un mérite, c'est d'avoir identifié au moins 2200 dispositifs d'aide aux entreprises, que j'appelle de compensation aux entreprises. L'intervention d'Antoine Bozio, le remarquable économiste, lui aussi devant une commission d'enquête parlementaire, nous apprenant en définitive qu'il y a 1,7 milliard de combinaisons possibles pour calculer les charges sociales en France. Je veux dire, tu peux avoir un excellent DRH, tu peux avoir une excellente intelligence artificielle, c'est ingérable. Donc on a un vrai enjeu de simplification et je pense que tout le monde s'en porterait bien. Alors, mais une vraie simplification, pas celle des chocs précédents qu'on nous a systématiquement promis et qui font bouger quelques virgules. Oui, alors il faut qu'on balaye devant notre porte. Je parle des entreprises, du MEDEF lui-même. C'est vrai que quand on est sollicité pour proposer des mesures de simplification, les mêmes qui, à corps et à cri, appellent de leur vœu cette simplification sont pas rendez-vous de assez peu force de propositions. Pourquoi? Parce que, disons les choses, il y a un certain nombre de ces dispositifs qui créent de la complexité, qui ont été initiés, demandés par les entreprises. Donc, il faut qu'on se mette là aussi d'accord avec nous-mêmes. Non, nous, notre thèse, qui aurait des effets de bord considérables sectoriellement, c'est ce qu'on appelle le double effacement. C'est-à-dire, on supprime un certain nombre de dispositifs, de niches fiscales, d'aides, etc., mais à l'euro près, on baisse l'imposition ou les prélèvements obligatoires de base. Alors, à nouveau, ça contrarierait un certain nombre de secteurs, mais je pense que malgré tout, collectivement, on s'en porterait bien. Mais c'est plus sectoriel. L'État, les trois sphères publiques, État, santé et collectivité locale, se porteraient bien de déléguer beaucoup plus, de sous-traiter beaucoup plus un certain nombre de prestations. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on le voit notamment au niveau des collectivités locales, il y en a beaucoup qui au contraire réinternalisent. Je pense à la distribution de l'eau par exemple, sans en avoir la compétence, sans avoir les moyens financiers d'assumer des investissements qui sont colossaux. Et donc nous on est partisans, parce que nous sommes libéraux, mais surtout parce que c'est plus efficace, de partenariats publics-privés beaucoup plus développés. Je prends l'exemple de l'énergie, que ce soit la production ou les réseaux. Pourquoi ne pas faire en la matière ce qui existe pour les autoroutes? D'ailleurs, toutes ces polémiques totalement
largement instrumentalisée sur les concessions autoroutières, elle s'effondre d'elle-même. Il y a d'ailleurs des récents rapports qui démontrent que c'est le modèle le plus pertinent, y compris en termes d'efficacité collective. Et là, il y a de l'argent en plus, donc autant le faire. Je vous reprends un exemple de politique publique qui est souvent dans l'actualité, qui est l'assurance chômage qu'on ne cesse de raboter par tous les bouts en matière de durée, d'affiliation, de fiscalité, pour inciter les demandeurs d'emploi indemnisés. Je précise qu'ils ne représentent que 40% des demandeurs d'emploi en France. Donc pour inciter les demandeurs d'emploi indemnisés à reprendre plus rapidement un travail. Est-ce qu'il ne faut pas changer radicalement de modèle et aller vers une forfaitisation à la britannique avec une durée limitée et un montant limité, tout en mettant les moyens véritablement sur la formation des demandeurs d'emploi? Est-ce que le MEDEF ne rêve pas justement de renverser la table sur cette problématique de l'assurance chômage qui ne cesse, comme les retraites, de revenir à chaque, je dirais, législature et qu'on ne cesse de modifier à la marge à droite à gauche? D'abord, il faut relativiser les enjeux. Je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais rappelons que l'assurance chômage, c'est 1,5% du PIB. La santé, ça augmente. C'est une quarantaine de milliards de dépenses par an. Ouais, la santé, ça augmente très vite. On l'a suffisamment dit, c'est 12%, et les retraites, c'est 14%. Hein. Donc, allouons nos efforts et nos travaux aux principaux enjeux, les retraites, la santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le chômage. Bon, mais notre vrai sujet, c'est celui du taux d'emploi et de l'accès à l'emploi. Donc, c'est réducteur, là aussi je me tire une balle dans le pied en le disant ainsi, mais c'est réducteur de considérer que les problèmes de recrutement des entreprises françaises, qui demeurent malgré le retournement du marché de l'emploi, ne résultent que d'une mauvaise organisation du régime d'assurance chômage. Le vrai sujet, c'est celui de la formation et de l'orientation. Formation tout au long de la vie. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des mesures à prendre sur l'assurance chômage. Moi, je pense que les dispositifs ou les mesures traditionnelles d'augmentation de la durée d'acquisition des droits ou de la durée d'indemnisation sont malgré tout assez efficaces. Et d'ailleurs, pour faire des économies, 100 ans. Mais pour préparer l'avenir, pour inciter au retour à l'emploi. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Alors, c'est pas une écrasante majorité, mais il y a malgré tout une majorité de nos concitoyens, parce qu'ils le vivent dans leur quotidien, qui considèrent que il y a certains abus liés au fait que les dispositifs, même durcis depuis quelques années, créent des trous dans la raquette. Je parle à un tennisman. De la même manière que sur les arrêts maladie, hein, c'est pas ton sujet, où il y a une dérive très importante. Moi, je le vis dans ma propre entreprise. 6% d'augmentation par an. Ouais, mais dans ma propre entreprise, les gens qui ne s'arrêtent pas au moindre bobo ou supposé bobo sont excédés par leurs collègues. Je n'en fais évidemment pas une généralité, qui eux naviguent, je dirais, avec le système. Il en va donc des arrêts de travail comme de l'assurance chômage. Faut pas stigmatiser évidemment ceux qui sont inscrits à l'assurance chômage, parce qu'il y a des situations de désespérance humaine. Oui, et derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes. Ouais, absolument. Mais commençons par le commencement, mieux orientés, mieux formés. Justement, c'est une transition parfaite pour la dernière partie du podcast sur les talents. On en a parlé, le vieillissement de la population, l'émergence de l'IA, mais aussi le réchauffement climatique et la nouvelle relation des Français au travail pèsent toujours et de plus en plus sur les recrutements, et c'est pas prêt de s'arranger à l'avenir. La clé, on le sait, c'est la formation. C'est la formation initiale, continue, des talents dont l'économie et l'entreprise ont besoin. Si tu te projettes à 10 ans, quelle transformation du système éducatif, une fois de plus initiale et continue, tu ferais en matière d'enseignement, de parcours, d'orientation, d'alternance? C'est quoi le système rêvé pour le MEDEF vers lequel on doit tendre? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et sur lequel, je trouve, on n'entend pas suffisamment les entreprises. Alors ça tombe bien, on va les entendre un peu plus. Alors commençons dès aujourd'hui. Alors je me permets de nuancer un petit peu ton propos, parce que moi je suis très positivement impressionné par ça, quand tu vois que il y a plus de 65% des 18-24 ans qui veulent créer des entreprises, que 77% des salariés se disent bien dans leur entreprise, qu'on a le taux de création d'entreprises rapporté à la population le plus élevé du monde. La thèse de la distanciation par rapport au travail est à relativiser. Ça n'enlève rien au fait qu'effectivement il y a le quiet quitting, il y a enfin tous ces phénomènes sociologiques d'une certaine manière qui pèsent effectivement sur l'attractivité des entreprises et de l'emploi d'une manière générale. Bon, pour répondre à ta question, moi je persiste et signe d'une certaine manière. Il faut que les entreprises soient beaucoup plus impliquées et s'impliquent elles-mêmes, parce que
l'effort doit être partagé beaucoup plus sur le sujet de l'orientation auprès des jeunes. Par exemple, moi je ne comprends pas que dans nos rangs, certaines entreprises n'accueillent toujours pas de stagiaires de seconde. Troisième, cinquième, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut pas dire d'un côté, les jeunes veulent rien faire, les jeunes s'orientent mal, et voilà. Mais il faut là aussi se donner les moyens de nos ambitions. Je pense qu'il faut être connaissent pas le monde de l'entreprise sur l'orientation et donc l'accueil dans les établissements. Il y a beaucoup trop de jeunes qui, par méconnaissance ou par défaut, s'orientent vers des formations sans déboucher. Et c'est un gâchis humain pour commencer, c'est un gâchis financier, c'est un gâchis économique, et à la fin des fins, ça crée de l'exclusion. Ça veut dire par exemple qu'il faut que des organisations comme le MEDEF rentrent dans les processus d'orientation, que le choix des entreprises soit beaucoup plus mis en avant pour permettre aux jeunes, quel que soit leur âge, de mieux faire leur choix. Non, mais alors les choses évoluent positivement, mais il y a encore un entre-soi, je dirais, avec l'éducation nationale, certaines collectivités locales qui croient mieux savoir que nous quels sont les besoins économiques d'aujourd'hui et de demain. C'est évidemment une lourde erreur. On prétend pas prendre la main sur le système éducatif, encore qu'il y a un système éducatif à proprement parler professionnel qui marche bien d'ailleurs et qui est géré par les entreprises ou leurs organisations. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se départir de ces espèces de postures. Les entreprises voudraient marchandiser la formation, etc. Oui, il y a une part de vérité, mais c'est pas ça l'essentiel du débat. Donc qu'on soit beaucoup plus impliqué et qu'on décide nous-mêmes de beaucoup plus s'impliquer dans la carte des formations. Donc, typiquement, il y a une excellente réforme des lycées professionnels qui intègre une révision annuelle de la carte des formations, avec d'ailleurs un objectif quantifié de 6 à 7%. On n'est pas impliqué. On n'est pas impliqué dans la définition de ces formations que pour certaines il faut fermer et d'autres ouvrir, et souvent dans l'urgence. Donc, on est en train finalement de reproduire le même système. C'est absurde. Et donc il faut beaucoup plus de coopération. Après, il y a d'autres sujets qui sont assez sulfureux. Je pense notamment à l'université. Voilà, premier cycle universitaire. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des jeunes qui, de bonne foi, s'étaient engagés dans des formations qui n'assurent pas de débouchés professionnels et qui atteignent des niveaux master, doctorat, et qui donc le jour venu n'ont pas d'emploi, soient totalement aigris et même haineux. Si on leur dit pas au départ qu'il n'y a pas de débouché. Après, c'est leur décision. Si on leur dit il n'y a pas de débouché, vous voulez faire ça. Tu penses quoi? Tu penses à la sociologie, psycho? Je dis ça avec beaucoup de modestie et j'espère de pragmatisme. Chez mes enfants, il y a des sociologues, il y en a au moins une. Et donc, mais qui a choisi cette voie en âme et conscience. Alors, elle a du mal à trouver du boulot. C'est-à-dire qu'il faut faire une sélection à l'université? Ça veut dire qu'il faut cloisonner, il faut dire on a tant de besoins, donc... On est dans cette situation aberrante où l'université est impécunieuse et on voit que par comparaison avec les autres pays développés, finalement on consacre moins d'argent à nos formations supérieures et pour autant on a un taux de placement à l'emploi qui est très inférieur. Alors, à un moment donné, il faut réconcilier tout ça. On l'a dit, on a plusieurs problèmes structurels sur les qualifications en France. On ne forme pas assez aux métiers d'avenir, notamment d'ingénieurs. On a un problème avec l'enseignement des maths. Dès le plus jeune âge, on manque de jeunes femmes dans les filières scientifiques et on laisse trop de jeunes sur le bord de la route. Ce sont les fameux NEET, des jeunes qui sont sans emploi, sans formation et sans diplôme et qui sont pas en études. Comment on fait pour résoudre cette quadrature du cercle? Par quoi et par où on commence? D'abord, moi je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est pas qu'un slogan, de l'emploi des jeunes une grande cause nationale. Moi je suis très confiant sur l'emploi des seniors. D'ailleurs, ça se vérifie dans les derniers chiffres de l'INSEE. Mécaniquement, je dirais, les réformes, le cas échéant impopulaires des retraites, génèrent un taux d'emploi nettement supérieur sur les seniors. Sur les jeunes, où on a des situations très diverses, je trouve qu'on n'alloue pas suffisamment de moyens et en tout cas que on n'a pas une mobilisation suffisante de la part de la collectivité nationale. Je reviens pas sur ce que j'ai dit des lycées professionnels, du premier cycle universitaire. Donc tous les cas ne sont pas comparables. Mais très en amont, et pour revenir plus précisément à ta question, c'est vrai qu'on est encore loin du compte pour sensibiliser, orienter les jeunes et singulièrement les jeunes filles vers les formations scientifiques. Pardon là aussi de faire une comparaison. Moi, je suis scotché par ce qui se passe au Maroc. Le Maroc produit entre guillemets dorénavant autant d'ingénieurs que la France.
Et dans un pays musulman, parce que je ne suis pas dans les stéréotypes, mais enfin moi j'avoue que ça m'a surpris, 49% de femmes, là où en France maintenant on est à 20%. Donc on a une faillite collective, les entreprises y ont leur part de responsabilité dans le fait qu'on n'éclaire pas suffisamment les jeunes sur les opportunités extraordinaires que les formations et derrière les métiers scientifiques offrent. Alors, sur cette question des talents, Mathieu Courtecuisse, le CIO et cofondateur de SIA, a une question à te poser. Il a une théorie sur ce qu'il appelle la détalentisation de la France qui court depuis quelque temps. Il te pose cette question et tu lui réponds après. Cher Patrick, d'abord, merci de participer à notre podcast sur les hypertransformations. Merci également pour ta contribution à l'écosystème français, à la tête du MEDEF. C'est à la fois une mission difficile, nécessaire et utile, et tu la maîtrises parfaitement. Donc encore merci au nom de tous les entrepreneurs de France. Question pour toi. Tu sais, nous avons observé au sein de SIA le départ des Français à l'étranger. Alors, ma question est très simple. Est-ce que tu te situes du côté du sentiment de fierté, tous ces Français qui réussissent à l'étranger, ou est-ce que tu te situes davantage sur le côté fuite des cerveaux, perte en capital extrêmement importante pour le tissu français économique. Donc je serais très heureux d'avoir ton avis. Alors, je précise juste la question de Mathieu, avant que tu répondes, que SIA a identifié une quarantaine de dirigeants français à la tête d'entreprises étrangères, leaders sur le marché et dont la capitalisation cumulée dépasse celle du CAC 40. Et ce sont dans la grande majorité des dirigeants qui ont quitté la France après leurs études il y a 20 ou 30 ans et ne sont jamais revenus. Bon, je vais commencer puisqu'il m'a complimenté par complimenter Mathieu. Il sait toute l'admiration et l'amitié que j'ai pour lui. C'est un vrai visionnaire. Mais en plus, il passe à l'acte parce qu'il y a tellement de gens qui commentent, qui analysent et qui ne concrétisent pas. C'est pas son cas. Bravo. Alors, Fierté ou inquiétude? Moi, je pense que le vrai problème, c'est que si je me trompe pas, tous ces jeunes diplômés, en particulier qui partent, mais ça peut être vrai de dirigeants plus seniors, ne reviennent pas après. C'est évidemment très enrichissant intellectuellement, pour commencer, culturellement, que d'aller travailler à l'étranger, mais ça serait encore mieux s'ils revenaient en France. Encore faut-il qu'on réunisse les conditions pour qu'ils reviennent en France et nous fassent bénéficier en définitive de leur expérience, donc très diverse et très vaste. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais Mathieu a commis un excellent article dans un excellent quotidien, Le Figaro pour ne pas le nommer, Marc, ça doit te parler un peu, qui résume bien les choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un récit national. Alors ça réglera pas tous les problèmes de rémunération, de charges sociales, aux yeux de certains d'insécurité, mais c'est ça qui nous fait cruellement défaut. C'est vrai pour les diplômés, c'est vrai d'une manière plus générale. On est tous en train de se crêper le chignon sur la gestion de la pénurie, et c'est vrai au niveau européen aussi. Il y a une nécessité, et je pense que c'est faisable de se réinscrire dans un récit national, parce que si je me trompe pas, à une époque, on avait beaucoup d'ingénieurs qui allaient travailler dans des industries en particulier, qui n'étaient pas très rémunératrices, mais qui participaient à l'aventure du nucléaire, qui participaient à l'aventure du naval, à l'aventure de l'aéronautique. Il y en a encore, et c'est tant mieux, mais il y en a plus suffisamment. Or, si on considère, ce qui est donc mon cas, que c'est par la technologie, c'est par l'innovation, c'est par la créativité qu'on s'en sortira, c'est un impératif national, je dirais, de les faire revenir. Mais on va pas les faire revenir sous la contrainte, donc il faut réunir les conditions de l'attractivité, avec des systèmes sociaux, des systèmes de rémunération, un système éducatif, de logement, tout ce qu'on voudra, mais surtout un étendard européen, européen et national. J'insiste là-dessus. Dernière question de cette partie avant de conclure. Quid de l'immigration par le travail, sujet épidermique en France, mais incontournable dans un pays qui vieillit et dont on sait déjà que la population active baissera à partir de 2040. Alors bon, j'y ai fait allusion tout à l'heure en parlant de l'intelligence artificielle que je perçois donc comme une des solutions à ce défi démographique imminent et incontournable. Bon, l'immigration économique, c'est un sujet qui est, comme bien d'autres, c'est lamentable, totalement polémique, totalement instrumentalisé dans d'autres pays. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce point-là. Il y a d'autres pays à travers la planète
qui savent très bien gérer ces sujets, très bien les gérer. J'observe que dans un pays voisin qui supposément a un gouvernement très marqué à droite, je parle de l'Italie évidemment, Giorgia Meloni qui s'est fait élire en définitive sur un programme anti-migrationniste, à sans coup férir et sans que ça suscite le moindre émoi dans l'opinion publique italienne. Dans un premier temps, dit on a besoin de 450 000 immigrés économiques choisis. Et il y a quelques semaines encore, elle a dit non, finalement il en faut encore 500 000 de plus. De grâce, si en France on peut avoir un débat apaisé, après c'est une décision démocratique, c'est pas le MEDEF qui décidera, c'est pas les entreprises. Le MEDEF participe au débat. Mais ce qu'on observe là ces jours-ci sur la loi du plomb, etc., enfin c'est vraiment la caricature de cette incapacité grave qu'a dorénavant la France à poser les sujets, à échanger, et ensuite à prendre des options démocratiquement acceptées. Avant de conclure, il y a un dernier exercice auquel tu dois te plier. C'est un portrait chinois professionnel que j'ai revisité et auquel il te faut répondre du tac au tac, presque sans réfléchir. Alors si tu sèches, tu peux passer, mais tu peux pas appeler un ami. Quelle est ta devise professionnelle? Si tu en as une. J'ai pas de devise professionnelle. Voilà, c'est réglé. Ton geste écolo au quotidien pour réduire ton empreinte carbone? Éviter de prendre des transports polluants. Je suis beaucoup plus scrupuleux que je ne l'étais il y a encore quelques temps sur la gestion des emballages. Enfin voilà, c'est des petits gestes au quotidien. Moi, je pense que ça passe par là. Le héros, réel ou fictif, qui t'inspire au quotidien? C'est d'une banalité affligeante. Bonaparte. Je dis Bonaparte, je dis pas Napoléon. Question difficile. Attention, il y a un piège. Tennis ou rugby? Rugby. Même ici à Roland-Garros. Oui. La qualité première des chefs d'entreprise en cette rentrée 2025. L'exemplarité. Le défaut dont tu n'arrives pas à te défaire. Fumer. Tu es plutôt ChatGPT, Perplexity, le chat ou autre? Aucun. Alors tu vois, c'est presque une provocation. Je dis de bonne foi avec une infinie conviction que je crois à l'innovation, au progrès technologique. Mais je fais partie de ces gens sans doute un peu vieux jeu qui se convainquent que finalement, si on recourt à ces outils d'une puissance incroyable et qui sont très impressionnants, on risque de s'amollir un peu intellectuellement. On arrive au terme de ce podcast. Merci infiniment Patrick pour ce moment et pour ton temps. Est-ce que tu as un mot de conclusion, une dernière pensée à partager en réponse à une question que je ne t'aurais pas posée? Non, d'abord je trouve que cette émission est très nécessaire. Et qu'on a une responsabilité particulière les uns et les autres pour projeter notre pays vers l'avenir et l'extraire en définitive de débats malsains et très, très anxiogènes et finalement très préjudiciables. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'Hypertransformation by SIA pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode dont l'invité sera Aurélien Sonnet, le CIO de Pluxee, le spécialiste mondial des titres restaurants et cadeaux.